Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de pouvoir, la notion de pouvoir, parce que je me rends compte que lorsque un dirigeant souhaite transformer son entreprise pour permettre à ses collaborateurs d'aller vers le self-management, une autre forme de management pour les managers, souvent ce qui coince dans cette transformation, c'est l'évolution du modèle mental quant à la question du pouvoir. À titre d'exemple, donc j'ai accompagné récemment une entreprise qui souhaitait définir une nouvelle forme de pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir constituant, et donc elle m'a recruté pour travailler sur le design, la conception d'une constitution pour cette entreprise qui soit utile pour définir le cadre, pour définir les autorités et les limites d'autorité de tous les collaborateurs, des nouveaux entrants et aussi des collaborateurs et des managers. Et redéfinir aussi, par la même occasion, la notion de management et de manager. En faisant ce travail, on arrive inéluctablement sur un outil qui est basique, qui est repris par après toutes les approches, qui a été apporté par Holacracy, qui est la notion de rôle. Ce rôle, c'est l'unité de base d'une organisation, c'est un atome si vous préférez. Des rôles correspondent à des activités. Donc si vous êtes collaborateur dans une entreprise, et que vous avez plusieurs activités, une dans le design, une dans la formation, alors vous allez avoir dans ce cas-là deux rôles. Un rôle de design et un rôle de formation. L'atome organisationnel qui s'appelle le rôle est défini par trois éléments. Sa raison d'être, le sens du rôle, la mission si vous préférez, ou le potentiel créateur de valeur de ce rôle. Vu comme une petite entreprise, le rôle c'est vraiment une petite entreprise, donc il y a un sens et la raison d'être en fait de cette mini-entreprise qu'est le rôle. Le deuxième élément, et il n'y a pas d'ordre dans ce que je viens de dire, ce sont les propositions de valeur, les offres de services. Si le rôle est une petite entreprise, alors naturellement, il a des propositions de valeur. Il offre de la valeur à ses clients, à différents segments de clients. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième élément, c'est la redevabilité, cette activité dans la durée. Cette offre de service, cette proposition de valeur qu'il offre à ses clients. Et ces clients qui sont des clients internes à l'entreprise, d'autres rôles dans l'entreprise, ou bien des clients externes à l'entreprise. Voilà, donc raison d'être, redevabilité. Et puis il y a un troisième, et c'est là où je veux en venir, il y a un troisième élément dans la définition d'un rôle qui s'appelle le domaine. Et le domaine, en holacracy ou dans le management constitutionnel que nous on promeut, on veut qu'il soit utilisé le moins possible, parce que le domaine, par définition, c'est une chasse gardée, c'est un monopole. Ce sont les zones que l'on veut contrôler dans une entreprise. Et on peut dire de façon assez générique qu'on ne peut pas supprimer le contrôle, mais par contre on veut éradiquer la notion de contrôle sur la notion de monopole, la notion de précaré, la notion de silo. C'est une notion dont on a vu les effets pervers dans le modèle conventionnel. On voudrait l'utiliser le moins possible. Et néanmoins, dans la plupart des entreprises, il y a quelques endroits, quelques processus, quelques activités ou quelques actifs qu'il est nécessaire de contrôler. Comme par exemple l'accès au compte en banque. Dans la plupart des entreprises que j'ai rencontrées, l'accès au compte en banque est attribué à un rôle, le rôle finance, et les autres rôles ne peuvent pas jouer avec le compte en banque, bien sûr. Ou bien la tarification. Lorsque vous êtes une activité de service, une entreprise de service, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des prix différents ou trop différents pour le même service à des clients différents. Sinon, celui qui a payé le plus cher va venir, attendez-vous à ce qu'il vienne vous voir s'il entend parler et qu'il vous demande un avoir, sans compter votre réputation qui va chuter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de pricing, la notion de tarification, les tarifs, c'est une zone à contrôler. Et probablement qu'il y a un rôle qui va être en charge de définir les tarifs, et puis que tous ceux qui sont amenés à faire des propositions commerciales avec des tarifs aux clients, au marché, vont prendre ce tarif qui a été donné par ce rôle qui contrôle. Quitte à peut-être quelques ajustements si des marges de négociation sont autorisées. Mais on va. Donc du coup, on a un exemple d'activité qu'il faut contrôler. Et il y en a assez peu dans une entreprise. Comme je dis toujours, lorsque j'accompagne des entreprises dans l'encodage des rôles, la définition des rôles, il y a bien moins de 5% des rôles qui méritent un domaine. Et donc, cette zone de contrôle, c'est ce qu'on appelle le domaine. Donc la plupart des rôles dans une entreprise n'ont absolument pas besoin de domaine. Le domaine, c'est cette espèce de précaré, cette chasse gardée qui fait que tous les autres rôles qui voudraient impacter ou affecter ce domaine doivent absolument passer par la personne qui est en charge du rôle qui contient ce domaine. Je reviens à mes moutons, donc j'accompagne une entreprise et on arrive à cette définition de l'atome qui est la base fondamentale de la notion d'autorité de pouvoir, qui est le rôle. Et en travaillant dessus, je vois que ça coince. Autant la notion de redevabilité, c'est clair, relativement clair, et j'aurais pris comme métaphore, vous prenez un boulanger, si on prend un truc un peu simple à comprendre, un boulanger, il a un certain nombre d'activités, il allume son four à 2h du matin, il s'approvisionne de farine à tel moulin, etc., etc., etc. Et puis il a une vitrine.
Et la redevabilité, c'est exactement la vitrine, c'est-à-dire l'interface entre ce boulanger et ses clients. Ce que ce boulanger offre à ses clients, c'est la vitrine. Donc il va trouver des croissants, des baguettes, du pain, des gâteaux, ça dépend de telle et telle boulangerie. Mais ça ne fait pas du boulanger un monopole, il n'y a pas de monopole là-dessus. Je suis libre, moi client, d'acheter mon pain à cette boulangerie ou à telle autre boulangerie. Ou même je peux décider, si j'en ai le courage et les moyens et le savoir-faire, de fabriquer mon pain moi-même. Il n'y a pas de monopole. Il n'y a que si vous vouliez battre monnaie, que là vous seriez embêté parce que les banques ont un vrai monopole pour ça. Donc on voit bien que dans la plupart des cas, dans la vraie vie, en dehors de l'entreprise, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas de zone de contrôle sur ce qui est offert, ou très peu. Et du coup, si on garde sur cette métaphore, en fait, je me rends compte que dès qu'on rentre dans l'entreprise, et en travaillant avec ces dirigeants de l'entreprise que j'accompagnais, je me rends compte qu'ils avaient du mal à percuter, parce qu'ils étaient dans, modèle mental, dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, on est resté mentalement accroché à une notion de pouvoir qui est un pouvoir sur une équipe, un pouvoir sur un terrain de jeu. Je suis manager en charge, donc sur une équipe, qui est mon équipe, en charge de la fonction R&D. Dans l'organigramme, il y a marqué Bernard-Marie R&D, recherche et développement. Ça veut dire que je suis le chef, le responsable, le manager de l'équipe qui fait de la recherche et développement, de toute la fonction R&D dans l'entreprise. Et ça, c'est un pouvoir sûr. J'ai donc le pouvoir en tant que manager sur une équipe et sur un terrain de jeu, en l'occurrence la R&D. Et on voit bien les limites de ce pouvoir sûr. Et il y a une grande confusion qui arrive dès qu'on veut distribuer le pouvoir sur l'ensemble des collaborateurs, avec une idée sous-jacente qu'évidemment ça va apporter plus de performance, qui est celui qui fait, qui sait, en général, surtout s'il est compétent. Si on ne prend pas de recul et si on reste dans ce modèle mental, on va arriver à faire ce que certains appellent le pouvoir partagé, ou la gouvernance partagée, qui consiste à dire, ou à laisser entendre que le pouvoir détenu par les seuls managers, qui est un pouvoir sûr, va maintenant être distribué, partagé avec d'autres. Comme un gâteau, on couperait des parts, et il ne faut pas s'étonner si les managers sont réticents par rapport à ça. Et là, on passe complètement à côté. On va sur un pouvoir qui est partagé, donc qui ne multiplie rien, qui n'augmente pas la valeur, et arrive inéluctablement la dilution des responsabilités. Et donc, j'en viens là parce que la tentation de cette société que j'accompagnais, c'était de, finalement, pour chaque rôle, dire, ben voilà, pour chaque rôle, on va utiliser le domaine, la notion de domaine, la chasse gardée, pour définir le périmètre d'autorité accordé à ce rôle. Donc chaque collaborateur se verrait ainsi affecté à un ou plusieurs rôles, et pour chacun des rôles, on leur rendrait explicite, en utilisant la zone domaine, du terrain de jeu sur lequel ils ont un pouvoir sur le terrain de jeu, puisque mentalement, ils ne voyaient pas le pouvoir autrement qu'un pouvoir sûr. C'était vraiment intéressant, je leur ai expliqué qu'en fait, il y avait bien mieux que ça à faire, et que s'ils faisaient ça, ils allaient recréer des précarés, ils allaient recréer des silos, et pas seulement à l'échelle des managers, mais à l'échelle de tous les collaborateurs. Et l'intérêt de passer à un autre système, qui n'est plus un pouvoir sur une activité ou sur un terrain de jeu, mais qui est une autorité au service d'eux. Et donc on va affecter des rôles à des personnes, on ne va pas mettre de domaine, sauf exception exceptionnelle, et que les personnes, elles vont avoir leur autorité à partir du moment où elles se mettent au service de ce rôle, au service des propositions de valeur qu'elles offrent, donc produire des croissants et des baguettes pour les clients, et de la raison d'être, le potentiel créateur de ce rôle, cette mini-entreprise, eh bien elles vont pouvoir avoir autorité, à partir du moment où elles se mettent au service de ce rôle, de faire tout ce qu'elles veulent faire, en termes d'action et de projet, pour mettre en œuvre ce rôle, pour mettre en œuvre les redevabilités et la raison d'être de ce rôle. Donc on est dans un modèle complètement différent, on passe d'un modèle de pouvoir sûr à un modèle de puissance ou d'autorité au service d'un rôle, avec des interdits, mais uniquement des interdits explicites. C'est-à-dire que quand je suis affecté à un rôle, lorsque je suis dans mon rôle, je me mets au service de mon rôle, de ma mini-entreprise, de ma boulangerie, et j'ai toute autorité pour fabriquer le pain que je veux, pour mes clients, au service de ce rôle, de cette boulangerie. Et en même temps, je peux avoir des limites d'autorité qui sont des feux rouges. Par exemple, je dois respecter les lois, je dois respecter des règles d'hygiène, et donc je peux faire tout ce que je veux dans certaines limites, qui sont des interdits explicites qui sont donnés par des réglementations, par exemple. Mais à partir du moment où je ne transgresse pas ces réglementations qui sont explicites, alors je peux faire ce que je veux. J'ai plus de pouvoir sûr, mais j'ai une autorité au service de mon rôle, avec aucune limite quant aux actions que je peux faire, aux améliorations que je peux faire, aux innovations que je peux faire, à condition de respecter les feux rouges, à condition de respecter les réglementations qui sont explicites. C'est ce qu'on appelle l'effet Ferrari. Et il est là le phénomène de libération des énergies. Que cette entreprise que j'accompagnais, quand elle est restée scotchée dans cette notion de domaine dévoyé de son sens défini par Holacracy, dévoyé vers un périmètre d'autorité, ce client, n'ayant pas compris ce shift, restant mentalement
scotché dans le modèle qu'il a toujours connu du pouvoir sûr, eh bien, il s'amputait, ce faisant, de ce potentiel énorme de libération d'énergie et il allait augmenter et multiplier, non pas la puissance créatrice de l'ensemble des collaborateurs, mais il allait multiplier les silotages, donc des rigidités au sein de l'entreprise. Du coup, je me rends compte avec ce client, mais avec plein d'autres clients, qu'en fait, une des choses les plus difficiles, en tout cas pour moi, à expliquer aux clients que j'accompagne, aux entreprises que j'accompagne, aux personnes que j'accompagne, la différence de paradigme, la différence de modèle mental entre le pouvoir sur une équipe et sur un terrain de jeu, une fonction, à une autorité au service de rôles. Et donc les personnes sont affectées des rôles. Et là, vous voyez toute la puissance du rôle. Se passer de rôle, c'est se passer de cette potentialité, de libérer l'énergie et d'avoir des gens qui ne sont pas en train de contrôler une partie, de prendre appui sur un pouvoir sûr, qui n'est absolument pas créateur de valeur, mais qui au contraire sont drivés par le sens, la raison d'être, le potentiel de création de valeur et par les offres de services des clients. Et on voit bien, là, rien que dans la façon dont je l'exprime, qu'on passe d'un pouvoir sur limite bureaucratique à une puissance pour créer de la valeur aux clients. Donc cette vidéo pour partager ça parce que je me rends compte que ce changement de modèle mental qui est hyper évident pour moi, peut-être parce que je l'ai toujours eu, parce que j'étais entrepreneur et peut-être parce que je pratique cette holacratie depuis 12 ans, est très très difficile pour la plupart des gens, des collaborateurs bien sûr et aussi des managers et aussi des dirigeants. Bien sûr, reste un bémol dans tout ça, c'est que en plus des domaines, des 5% de domaines, peut-être probablement moins, qui restent légitimes parce que pour le compte en banque et pour la liste des prix par exemple, il reste encore quelque chose qui est néfaste pour qu'on éradique la notion de pouvoir sûr qui s'appelle le contrat de travail, parce que vous savez comme moi dans un contrat de travail il y a un lien de subordination qui veut dire que si je signe un contrat de travail, je suis subordonné à un responsable hiérarchique et s'il me donne des directives, je suis obligé de les suivre par contrat de travail, c'est ça, c'est le droit du travail. Donc on voit bien que ce système-là est encore dans une logique de pouvoir sûr, même si tous les dirigeants, bien sûr, essayent de s'échapper de ça, n'empêche que l'architecture visible dans le droit du travail, c'est quand même encore du pouvoir sûr. Même si, évidemment, tout manager qui se respecte et tout dirigeant essaye d'échapper à ça, mais enfin, on n'est pas à l'abri des mauvais jours. En tout cas, cette architecture existe, qu'on le veuille ou non. Et donc, on voit bien que dans ce phénomène d'aller vers le self-management, de permettre aux gens de s'aligner sur leurs talents, donc leurs zones de création de valeur maximale et plurielle, on a tout intérêt à aller vers des systèmes qui vont au mieux éradiquer le contrat de travail et probablement le temps de s'y coller. Pour moi, c'est inévitable, après ça a l'air de prendre un peu de temps, ou à minima, de circonscrire cette relation contractuelle de travail dans des espaces, dans un contexte qui ne sera pas mélangé ou mélangeable avec le business as usual, les opérations au quotidien, pour pouvoir le circonscrire et l'oublier lorsqu'on est dans les opérations au quotidien, pour que ce pouvoir sûr, qui existe contractuellement, ne soit plus un frein par rapport à la libération d'énergie, par rapport à l'empuissancement des individus dans une entreprise. Donc en conclusion, on peut avancer que pour aller vers le self-management, il est nécessaire, indispensable, de changer complètement la nature du pouvoir et de passer d'un pouvoir ou de l'empowerment, d'un pouvoir sur des personnes ou sur une équipe, non pas un pouvoir avec, comme j'entends souvent dire, pas développer ça mais c'est pas le sujet, de passer donc de ce pouvoir sûr à une puissance, à une autorité au service de rôles dans lesquels sont affectées les personnes.